Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays jeudi soir dernier à l'issue de sa participation au sommet de chefs d'État et de gouvernement de pays contributeurs de la mission de l'Union africaine de transition en Somalie admise qui a eu lieu à Kampala, la capitale ougandaise. Dédié à l'évaluation de l'appui que l'ADMIS apporte à la Somalie, ce sommet a essentiellement débouché sur 2 résolutions phares. La suite dans ses commentaires. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part jeudi à la ville de Kampala, la capitale ougandaise, aux travaux du sommet des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie. Le premier point porte sur la planification de la mise en œuvre efficiente du retrait graduel annoncé par l'ATMIS du territoire somalien. Il s'agit là d'une résolution adoptée surtout en vue de prévenir le risque hautement préjudiciable et à la sécurité de la Somalie d'un retrait désordonné, non coordonné. Le second point adopté sur la concession d'un appui multiforme de l'ATMIS et de la Somalie afin que ce pays puisse acquérir d'ici fin 2024, date prévue du retrait définitif des troupes de l'ATMIS en Somalie, toutes les dispositions nécessaires à la protection et à la sécurisation de l'ensemble des biens et des personnes sur toute l'étendue de son territoire. D'autres thématiques subsidiaires découlent des principaux sujets de l'ordre du jour et ce sommet, notamment la concession d'un appui militaire plus soutenu de l'ATMIS à la Somalie, à l'une du second volet du combat acharné de ce pays contre la milice terroriste Al-Shabaab, ont également été associés au débat de ce sommet. À l'origine de la reconquête de plans nombreux du territoire somalien, placé autrefois sous le contrôle d'Al-Shabaab, le premier volet du combat engagé par ce pays frère contre le diktat du terrorisme a été mené à plusieurs niveaux sous la forme d'offensives militaires intégrées alliant les forces armées de la Somalie et des collectifs de citoyens issus de la population du pays. Il y a lieu de préciser que le premier volet du combat multiforme de la Somalie contre Al-Shabaab a déjà permis le retour sur l'autorité du gouvernement de ce pays de la grande majorité des régions distinctes, notamment Hiran, Moyen Chebele, Moudrouk et Galmudug. Le second volet de ce combat, qui devrait conduire à l'éviction définitive du territoire Al-Shabaab en Somalie à travers une offensive finale à mener dans les régions respectives du Jubaland, de Kanfour Galbet, a pris de retour, censé démarrer à la foulée du sommet qui est les pays de l'ATMIS frontalière de la Somalie ont eu en février dernier à Mogadiscio. Celui-ci a été repoussé en raison des précipitations continues, incompatibles à la conduite d'offensives d'envergure. Le président de la République a pris part à ce sommet de Kampala aux côtés des dirigeants des pays contributeurs de l'ATMIS, dont le président ougandais Yoweri Museveni, le président kenyan William Ruto, le président burundais, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. De l'Éthiopie a été représentée à ce sommet de l'ATMIS par son vice-premier ministre, M. Demeke Mekonnen. Djibouti, terre d'accueil et de rencontres. Un slogan choisi à juste titre. Depuis l'indépendance, la République de Djibouti s'est positionnée comme un pays d'accueil de réfugiés, des points de transit pour les ressortissants étrangers fuyant les conflits dans la région, voire au-delà. C'est un magazine de la rédaction. Djibouti, terre d'accueil et de rencontres, un slogan choisi à juste titre. Depuis l'indépendance, la République de Djibouti s'est positionnée comme un pays d'accueil des réfugiés et de point de transit pour les ressortissants étrangers fuyant les conflits dans la région, voire au-delà. Quelles que soient les raisons, et qu'ils viennent de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie ou du Yémen, ils sont aujourd'hui des milliers à vivre sur le territoire national. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, estime en effet leur nombre à près de 36 500 personnes. Avec l'aide des organisations humanitaires, la République de Djibouti a accordé dès son accession à l'indépendance la mise en place des camps de réfugiés. Ali Adé, Holhol, Markazi. Depuis quelques années, la législation a beaucoup évolué en leur faveur, permettant notamment aux enfants des réfugiés d'intégrer le système éducatif djiboutien et de bénéficier de la prise en charge nécessaire. Ainsi, cette culture d'accueil est une pratique ancrée chez tous les Djiboutiens, comme nous l'explique ici le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, Djibouti a toujours été confronté à des situations de crise dans les pays voisins. Et ces situations de crise charrient vers notre pays des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants, etc. Et nous avons toujours eu cette capacité à gérer ces situations de crise humanitaire, d'afflux de réfugiés, de migrants, en raison de ces instabilités dans le voisinage.
Plus récemment au Yémen, nous avons reçu beaucoup de réfugiés. Et ceux qui sont venus en 1977, certains réfugiés de l'époque, éthiopiens, somaliens, sont toujours avec nous. Djibouti, de par sa position, je dirais, géostratégique, carrefour entre les continents, a toujours vécu, je dirais, cette situation de crise dans le pays de la région comme étant le pays d'accueil, le pays de recours, le pays d'asile. Et nous partageons avec nos frères qui viennent de ces pays-là nos ressources. Et nous avons à gérer également des situations difficiles parfois. Mais sachez que le slogan de terre d'échange et de rencontre de notre pays n'est pas fortuit. Et il veut dire quelque chose. Sur un autre plan, depuis 2 semaines maintenant, le Soudan est confronté à un conflit interne. Conséquence, des centaines de victimes civiles. La communauté internationale s'alarme sur la situation. Le monde entier se mobilise pour évacuer ses ressortissants. Djibouti aussi. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été évacués depuis la capitale soudanaise. Ces derniers ont franchi la frontière pour se rendre en Éthiopie et ensuite regagner Djibouti à bord de la compagnie aérienne nationale Air Djibouti. En plus d'évacuer les Djiboutiens bloqués depuis plusieurs jours au Soudan, notre pays va jouer un rôle de premier choix dans l'aide qu'il apporte à une vingtaine de pays dont les citoyens se trouvent sur le territoire soudanais. Les instructions du chef de l'État sont claires et donc la mobilisation exceptionnelle. Gendarmerie, police, armée, aviation civile, tout le monde est à pied d'œuvre. Le monde a les yeux rivés sur Djibouti. Pendant plusieurs jours, l'aéroport international de Djibouti va connaître une cadence inhabituelle d'affluence d'avions. Cette fois, il ne s'agit pas de réfugiés, mais d'évacuation des ressortissants étrangers. Des pays amis comme la France, la Norvège, la Suède, les États-Unis, l'Italie, le Japon ou encore le Canada ont affrété des gros appareils. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce sont près de 2000 personnes qui ont atterri sur le sol djiboutien avant de regagner leur pays respectif. Un soulagement donc pour toutes ces personnes dont la vie était menacée. Je voudrais remercier beaucoup le Djibouti parce que c'est brusquement que vous avez reçu aussi un très très grand nombre de personnes avec une hospitalité exceptionnelle et à nous accueillir dans une forme très spéciale que je ne vais jamais oublier. Oui, vraiment voudrais remercier le gouvernement et le peuple djiboutien. L'évacuation se termine de façon parfaite à Djibouti, qui nous a accueillis en comprenant ce que sont les évacués, en comprenant que la détresse des gens qui ont quitté Khartoum après avoir tout perdu. Et Djibouti nous a accueillis avec patience, avec gentillesse, avec le sourire, avec l'hospitalité djiboutienne. Et je remercie sincèrement du fond du cœur les autorités djiboutiennes de nous avoir donné cette hospitalité. La délégation de l'Union européenne nous a permis d'assurer la liaison avec les autorités djiboutiennes. La collaboration avec les pays amis s'est intensifiée ces derniers jours, permettant aux opérations d'évacuation de se poursuivre dans des meilleures conditions. Comme toujours dans pareille situation, la République de Djibouti continue de jouer pleinement son rôle pour apporter des solutions. Mais la meilleure des solutions reste que le Soudan renoue avec la paix et la stabilité. Justement, notre pays est considéré comme un havre de paix, mais elle a ses limites. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, à la télévision, suivant la déclaration du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan. Vous avez certainement constaté avec moi que notre capitale ainsi que nos 5 régions regorgent, pour ne pas dire saturées, d'une population étrangère venue en majorité des pays limitrophes, présente illégalement sur le territoire et composée de femmes, d'enfants et de jeunes hommes. Notre pays, havre de paix et de stabilité, dans une région tourmentée, est devenu ces derniers temps une des routes les plus fréquentées pour la migration au niveau de la Corne de l'Afrique. Il est estimé, rien que pour l'année 2022, un nombre de 220 000 migrants qui sont rentrés dans notre pays de manière illégale. Mais malheureusement, un chiffre assez important de cette population reste sur le territoire chaque année
en gonflant ainsi le rang de la population flottante dans notre pays. Si bien sûr, notre pays, célèbrement appelé terre d'échanges et de rencontres, était connu pour l'accueil des populations en quête d'une vie meilleure et fuyant les conflits et les crises liées au changement climatique, aujourd'hui, la situation liée à ce flux de plus en plus croissant de cette migration irrégulière devient critique en matière de sécurité et de santé publique dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, soucieux du bien-être et de la sécurité de sa population, a décidé d'adopter de nouvelles mesures pour contrôler et maîtriser ces flux migratoires. À cet effet, et avec votre collaboration, nous allons mener de front 2 opérations. Tout d'abord, en ce qui concerne la population étrangère en situation irrégulière, exerçant une activité informelle, domestique, ceux-là, nous allons les enregistrer et leur fournir un document de circulation, à condition que le Djiboutien qui emploie ces personnes vienne les déclarer à la sous-préfecture la plus proche de leur maison de résidence. Pour la population étrangère qui n'ont aucune activité, nous les invitons à repartir immédiatement et volontairement vers leur pays d'origine. Les forces de sécurité ont été contraintes ce dimanche 30 avril 2023 à mener une opération d'urgence pour combattre la criminalité et le trafic des produits illicites constatés dans certains secteurs de la ville de Djibouti. Ces opérations vont continuer sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, un délai de 30 jours est accordé pour l'enregistrement des uns et le départ volontaire des autres. Je vous remercie pour votre aimable attention. À l'instar du reste du monde, la fête du travail a été célébrée ce mardi en République de Djibouti. Cette journée internationale du travail avait pour thème cette année santé et sécurité au travail. Le point dans ses commentaires. À l'instar du reste du monde, la fête du travail a été célébrée ce mardi en République de Djibouti. Cette journée internationale du travail avait pour thème cette année santé et sécurité au travail. Une cérémonie riche en couleurs a été organisée à cet effet par l'Union générale des travailleurs djiboutiens. De nombreux travailleurs issus aussi du public et du privé se sont retrouvés lors de cet événement qui a vu la présence notamment des principaux responsables de l'UJTD. Il importe de souligner que la fête du 1er mai 2018 marque le 44e anniversaire de la création de l'UJTD qui œuvre depuis lors pour le respect des droits des travailleurs en s'appuyant sur le texte en vigueur dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué les différents intervenants qui se sont succédés au micro, soulignant tour à tour l'importance que revêt la fête du 1er mai, qui est l'occasion de faire le bilan des activités réalisées durant l'année écoulée afin de mieux garantir le respect des droits des travailleurs et d'améliorer les conditions dans lesquelles ils sont amenés à s'acquitter au quotidien de leurs obligations professionnelles. Dans une allocution faite à la veille de la célébration de la fête du travail, le ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Ahmed Abdi Saïd, a énuméré les avancées réalisées au cours de cette année et dernier temps. Le ministre du Travail a maintenu au dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. En effet, mon département, a-t-il dit, porte très à cœur la question de la santé et de la sécurité au travail, sujet crucial pour les travailleurs qui constitue le thème de la conférence internationale du travail de cette année. Passons à présent à l'actualité régionale. Au Soudan, seuls 16% des hôpitaux de Khartoum fonctionnent encore. Le point dans ses commentaires. Au Soudan, les affrontements au Soudan ont créé un désastre pour les soins de santé, telle qu'inquiétante conclusion tirée par le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale. Jusqu'à que des coups de feu éclatent dans les rues d'El Fachel, ce mois-ci de la capitale de l'État du Comté, plusieurs hôpitaux principaux, parmi lesquels les grands hôpitaux universitaires, l'hôpital saoudien, un hôpital pédiatrique et un hôpital du Sud. Aujourd'hui, près de 2 semaines d'affrontements qui ont vu le retour de la terreur dans la région, ces options sont réduites. Les observateurs craignent que les petits progrès réalisés pour résoudre les problématiques de santé du pays, de la faim extrême, de la malnutrition, de la dengue au paludisme, en passant par la manque généralisée d'installations sanitaires de base, ne soient anéantis par la guerre en civil.
Pour sa tournée africaine, le Premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé dimanche au Caire, où il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au palais présidentiel de la capitale. Les explications dans ses commentaires. Les deux hommes ont discuté des conséquences de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique, notamment la flambée des prix, la Russie et l'Ukraine étant des principaux fournisseurs du blé au continent. Il a été également question de la Palestine, de la situation en Libye, de la crise actuelle au Soudan. Les développements au Soudan ont occupé un aspect important des discussions car j'ai signifié au Premier ministre la vision de l'Égypte basée sur la nécessité d'une cessation immédiate, permanente et globale des tirs au Soudan et l'importance de l'abstention de toute partie extérieure dans la crise en tant qu'affaire purement soudanaise, ce qui facilitera la désamorçage de la crise et empêchera son aggravation. En Égypte, le Premier ministre japonais a rencontré Ahmed Abdul-Gate, le secrétaire général de la Ligue arabe, dont le siège se trouve au Caire. Après le Caire, le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est rendu lundi au Ghana, accueilli par le vice-président ghanéen Mahamadou Bawumia. Il se rendra par la suite au Kenya et achèvera sa tournée au Mozambique. Passons à présent à l'actualité internationale. Au Palestine, 17 journalistes pris pour cible par les forces d'occupation en avril. Le détail dans ce commentaire. Alors que le début du mois d'avril a été marqué par une spirale de violence à Al-Quds et en Cisjordanie occupée, 17 journalistes palestiniens ont été pris pour cible, agressés ou entravés dans l'exercice de leur métier par les forces d'occupation israéliennes. C'est l'organisation de Reporters sans frontières qui souligne que ces attaques systématiques nourries par un schéma d'impunité doivent cesser de toute urgence. RSF a accueilli le témoignage de ces journalistes. En 6 jours seulement, entre 4 à 10 avril, 9 d'entre eux ont été frappés ou ciblés par des tirs de gaz lacrymogène, tandis que 8 autres ont été purement et simplement empêchés de couvrir l'actualité. À chaque flambée de tensions, El-Quds, en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes entravent systématiquement le travail des journalistes palestiniens en les bloquant et en les attaquant afin de censurer leur image, a ajouté le source, soulignant que la communauté internationale ne peut plus fermer les yeux sur ce nombre exorbitant de violations contre les journalistes. Le chef présumé de l'État islamique neutralisé en Syrie selon Erdogan. La suite et les explications dans ses commentaires. Le président turc a précisé que les services de renseignement suivaient la trace du dirigeant de l'État islamique depuis longtemps. Le chef présumé du groupe de l'État islamique a été neutralisé samedi en Syrie lors d'une opération conduite par les services de renseignement turcs, a affirmé dimanche Recep Tayyip Erdogan lors d'une interview sur la chaîne de télévision. Le président turc a précisé que les services de renseignement suivaient la trace du dirigeant de l'État islamique depuis longtemps, sans fournir davantage de détails sur les circonstances de l'opération. L'État islamique avait annoncé le 30 novembre la mort de son précédent chef Abu Hassan al-Shami. Il avait été aussitôt remplacé par Abu Hussein al-Qurayshi. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.